Bonjour à tous, je m'appelle Julien Poissy, je suis réanimateur au CHU de Lille et professeur de médecine intensive réanimation à la faculté de médecine de Lille. Je vais vous parler de prise en charge en réanimation de Covid-19 sévère. Avant cela, je voudrais qu'on discute un peu de ce qu'est la réanimation. Donc la réanimation, c'est un environnement dans lequel on prend en charge des patients qui présentent des défaillances d'organes qui nécessitent d'être suppléés par des techniques plus ou moins invasives. Dans ces services de réanimation, il est aussi nécessaire de surveiller les patients de façon étroite, et la particularité de ces services, c'est la densité de personnel soignant, à la fois paramédical et médical, et l'environnement technologique très important. Vous avez ici une illustration du pôle de réanimation du CHU de Lille, avec une architecture conçue pour être la plus efficace possible dans la qualité de prise en charge, à la fois de suppléance et de surveillance, et une illustration des techniques de suppléance qu'on peut mettre en œuvre, qu'on reverra par la suite. On va maintenant parler de la Covid-19 sévère. Pour bien comprendre les propositions thérapeutiques que l'on peut faire, il faut revoir un peu l'histoire de la maladie. Les propositions thérapeutiques que l'on peut faire, on va les voir sous deux angles. Le premier angle qui est le contrôle de l'inflammation inappropriée, trop importante, de l'hôte qui cherche à se défendre contre cette agression virale. Et deuxièmement, les aspects plus techniques de suppléance d'organes que l'on met spécifiquement en œuvre dans les services de réanimation. Alors, la manière dont on conçoit la Covid-19 actuellement est la suivante. On considère qu'il y a une succession de deux phases. Une première phase de réplication virale, c'est ce qui est représenté par le triangle bleu sur le graphique de gauche sur cette diapositive, et une deuxième phase de réponse immunitaire inflammatoire qui est représentée sur le graphique par le triangle orange. Vous voyez qu'à chacune de ces deux phases correspondent des propositions thérapeutiques différentes. La première phase est plutôt la fenêtre d'opportunité pour les traitements antiviraux. La deuxième phase est plutôt la fenêtre d'opportunité pour les traitements dits immunomodulateurs, dont l'objectif est de contrôler la réponse inflammatoire qui peut être trop importante. En effet, si on compare les patients qui évoluent favorablement à ceux qui évoluent défavorablement et qui présentent des formes sévères, on peut voir que la nature de la réponse immunitaire joue un rôle très important. Les patients qui évoluent favorablement correspondent au graphique du haut sur le graphique de droite. Et vous voyez que ces malades ont une réponse antivirale représentée par la courbe verte qui repose sur l'interféron, qui est assez intense, alors qu'en même temps, la réaction inflammatoire en tant que telle, représentée par la courbe bleue, est modérée, considérée comme adaptée. Et la bonne articulation de ces deux types de réponses, avec en regard de cela un système immunitaire qui va apprendre à se défendre de manière durable de par sa mémoire, va aboutir à une guérison de l'infection. Chez les patients les plus sévères, à l'inverse, la réponse antivirale est moins intense, la courbe verte est plus basse, et la réponse inflammatoire peut être, elle, dans le même temps, beaucoup trop importante, beaucoup trop marquée. On parle de réponse inflammatoire exacerbée, c'est la courbe bleue qui monte très fort. Et cette réponse inflammatoire dont on a besoin pour se défendre, de par son caractère exacerbé, va être délétère, aboutissant à des destructions des tissus qui sont infectés. Alors, les malades qui arrivent en réanimation avec des formes sévères, on sait qu'ils arrivent entre 7 jours, 10 jours après le début de ces symptômes, et grosso modo pile poil à la frontière entre la fin de la fenêtre d'opportunité antivirale et le début de la fenêtre d'opportunité inflammatoire. Et ce qu'on a fini par comprendre ces derniers mois, c'est que les patients les plus sévères en réanimation sont des patients qui probablement ne bénéficient pas tellement des stratégies antivirales, mais par contre bénéficient plus des stratégies immunomodulatrices, ce qui est un petit peu la caractéristique de cette maladie virale, contrairement à d'autres infections virales. Cependant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la réplication virale, elle a lieu dans différents organes, et que chez les malades les plus sévères, elle peut être un peu plus prolongée que le triangle bleu qu'on vient de voir. Les différents organes dans lesquels elle a lieu sont en premier lieu le poumon. Vous avez ici une illustration de réaction inflammatoire très importante au niveau du poumon. On sait aussi que les vaisseaux peuvent être infectés par les virus, les cellules endothéliales, les cellules qui tapissent les vaisseaux, qui vont alors être le siège, de par l'inflammation et de par la multiplication du virus, de ce qu'on appelle des thrombis, c'est-à-dire des caillots qui vont se former dans ces vaisseaux. On trouve aussi du virus dans le cerveau, dans le rein, dans le cœur. Et la persistance de cette multiplication virale peut entraîner une persistance de cette inflammation. Parallèlement à ça, même sans réplication virale, le simple fait de déclencher une réponse inflammatoire trop importante peut aboutir, même si cette inflammation est par exemple au départ au niveau du poumon, à des atteintes d'autres organes.
En regard de cette réaction inflammatoire trop importante, de cette multiplication virale qui est parfois très intense, on a aussi des patients qu'on peut considérer comme étant paradoxalement immunodéprimés. En effet, on a vu tout à l'heure l'importance de la qualité de la réponse interféron, et on sait que certains malades ont un défaut de cette réponse, soit pour des raisons génétiques, avec un déficit de cette voie de réponse antivirale, soit pour des raisons un peu complexes, où ils ont des anticorps qui sont dirigés contre l'interféron, c'est-à-dire qu'ils bloquent eux-mêmes leur propre réponse interféron antivirale. Il y a donc une forme de susceptibilité individuelle à l'infection, et donc une hétérogénéité dans la capacité qu'on a à se défendre contre la multiplication virale. Le virus qui, par ailleurs, c'est ce qui est représenté sur le haut de cette diapositive, est capable de bloquer cette réponse interféron, et ce blocage est plus ou moins intense d'un patient à l'autre. Alors c'est une caractéristique globale des coronavirus, cette capacité à bloquer la réponse interféron. On en arrive maintenant aux propositions thérapeutiques. Alors, pour l'instant, la seule preuve que l'on a d'efficacité de traitement dans l'immunomodulation, c'est l'efficacité des corticoïdes. Les corticoïdes vont être capables de bloquer cette inflammation trop importante dans la fenêtre d'opportunité immunomodulatrice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce bénéfice apporté par les corticoïdes a été démontré dans la fameuse étude anglaise Recovery, avec un bénéfice sur la mortalité et sur le recours à la ventilation mécanique, c'est-à-dire le fait de devoir recourir à une ventilation artificielle. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce bénéfice n'est démontré que chez des malades qui sont déjà sous oxygène, qui présentent donc déjà des formes graves. Chez des patients qui ne sont pas sous oxygène et qui n'ont pas encore de forme sévère, on a plutôt un signal en défaveur des corticoïdes. Donc il faut vraiment retenir que le bénéfice de ce traitement, il est pour la fenêtre d'opportunité immunomodulatrice, plutôt un peu tardivement, entre guillemets, dans l'histoire de la maladie, au moment de l'aggravation et de la mise sous oxygène. Je vous ai dit aussi tout à l'heure que dans les organes qui étaient malades, nos vaisseaux pouvaient être malades et être le siège de caillots sanguins. C'est la raison pour laquelle à cette corticothérapie, on associe volontiers des anticoagulants, dont la preuve exacte reste à démontrer, et pour lesquels les protocoles sont encore relativement hétérogènes. Mais on a quand même vraiment le sentiment que la majoration de l'anticoagulation chez ces patients Covid a permis de contrôler en partie la propension qu'ils ont à faire des thrombus dans leur vaisseau. Donc, je résume, prise en charge immunomodulatrice, diminution de cette inflammation trop importante par les corticoïdes et contrôle du risque thrombotique par les anticoagulants. Alors malgré cela, on sait qu'il y a certains patients qui vont pas ou mal répondre aux corticoïdes, ou qui à l'arrêt des corticoïdes vont se réaggraver. La question est alors de savoir ce qu'il faut leur proposer comme traitement, et ces derniers mois ont été évoquées plusieurs molécules immunomodulatrices, dont pour l'instant aucune n'a vraiment fait la preuve de son efficacité, en tout cas chez tous les patients. Et l'idée c'est d'essayer d'individualiser précisément quel patient peut bénéficier de quelle stratégie en cas de non-réponse aux corticoïdes. C'est probablement vers cela qu'il faut tendre maintenant pour essayer d'avancer dans la prise en charge des Covid-19. L'autre question qu'on peut se poser, je vous l'ai dit, certains patients sont immunodéprimés finalement et peuvent avoir une réplication virale persistante, et peut-être que chez certains malades, il reste une fenêtre d'opportunité pour le traitement antiviral, mais ceci reste encore à déterminer et n'est pas du tout certain. On peut l'exprimer de cette manière-là, la taille unique ne va pas à tous. On a une stratégie de prise en charge globale qui repose sur les corticoïdes, mais il y a un certain nombre de patients qui doivent bénéficier d'autre chose, et c'est cela qui reste à identifier et à codifier de façon précise. Petite illustration de patients qui répondent mal ou pas aux corticoïdes. Vous avez ici le scanner d'un malade pris en charge en réanimation. Alors grosso modo, pour faire simple, plus c'est blanc, plus c'est grave. Vous voyez qu'à J11 de la prise en charge, il s'est amélioré par rapport à J1, mais qu'il se réaggrave à J25. Cette aggravation pulmonaire, elle correspond à une inflammation très importante qui s'exprime à la fois au niveau des vaisseaux et au niveau de l'architecture pulmonaire en tant que telle, au niveau de l'arbre trachéobronchique qui permet de faire les échanges gazeux. Et ce qui va devenir pathologique, c'est la cicatrisation ensuite. C'est un peu comme si vous coupiez la peau, vous faites une cicatrice, votre peau n'est pas tout à fait comme elle devrait l'être. Au niveau du poumon, c'est un peu la même chose. Vous pouvez avoir une agression pulmonaire, une inflammation très importante, une destruction et une cicatrisation pathologique qui explique pourquoi le poumon va mal fonctionner et pourquoi vous allez avoir des séquelles éventuelles. Ici, vous avez un patient qui s'aggrave quoi qu'on fasse. Donc, il a une assistance ventilatoire, des corticoïdes, et vous voyez une aggravation très très importante. On en arrive donc à l'assistance ventilatoire de ces patients qui ont des défaillances respiratoires.
En effet, l'atteinte du poumon empêche ce dernier d'oxygéner correctement le sang. Il est donc nécessaire de recourir à l'administration d'oxygène. Vous avez ici une photographie d'une chambre de réanimation avec dans le fond à côté du lit un ventilateur de ventilation mécanique et sur la gauche une colonne qui permet d'administrer de l'oxygène à très haut débit. J'ai ici une étudiante en médecine que je remercie de s'être prêtée au jeu de la démonstration qui porte sur la photo du milieu des lunettes à oxygène, donc une technique d'administration à oxygène à bas débit à laquelle on peut recourir dans des services de médecine. Et puis sur la droite, on lui a branché de l'oxygène avec la colonne d'administration à haut débit, qui permet aussi d'humidifier et de réchauffer cet oxygène. C'est une technique typiquement de réanimation, puisque nécessitant un environnement un peu particulier, notamment pour la surveillance de l'aggravation potentielle. Chez les patients les plus sévères, il peut être nécessaire de recourir à la ventilation mécanique dite invasive, c'est-à-dire qu'on va connecter le patient à ce respirateur artificiel via une sonde d'intubation qui passe dans la bouche et dans la trachée, de façon à suppléer le poumon défaillant en apportant de l'oxygène en quantité très importante. Vous voyez aussi que ce patient a par ailleurs une défaillance rénale, son rein a besoin d'être suppléé, et il bénéficie ici de séances de dialyse par un appareil d'épuration extra-rénale que vous voyez sur la gauche. Donc la prise en charge d'une défaillance multiviscérale en réanimation. Parfois, cette suppléance n'est pas suffisante, c'est-à-dire que l'état respiratoire est tellement grave que l'oxygénation par le ventilateur n'est pas satisfaisante. Il peut alors être nécessaire de recourir à des techniques un peu plus avancées, un peu plus agressives aussi, invasives, qu'on appelle l'ECMO. C'est donc l'assistance circulatoire extracorporelle qui permet d'oxygéner le sang à l'extérieur du corps. L'idée, c'est de prendre du sang veineux pauvre en oxygène au niveau d'une grosse veine qui passe dans l'aine, qu'on appelle la veine fémorale, pour faire circuler le sang à l'extérieur du corps, l'oxygéner à l'extérieur, l'appauvrir en dioxyde de carbone, on parle de décarboxylation, pour ensuite le réinjecter dans une grosse veine qui passe au niveau du cou, qu'on appelle la veine jugulaire. Il s'agit donc bien d'une sorte de poumon extracorporel. Alors cette technique, elle nécessite d'aborder des gros vaisseaux, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est invasive. Il faut surtout l'imaginer comme étant une technique d'attente de réparation pulmonaire, puisqu'on ne peut pas vivre de façon prolongée avec ce type de machine, et c'est donc une technique qu'on met en place en espérant, en attendant que le poumon récupère de son agression initiale et récupère une capacité à oxygéner le sang pour pouvoir enlever cette machine. Vous avez ici l'illustration de patients qui ont une ECMO. Sur la gauche, un patient qui est sur le dos, a un ventilateur auquel il est connecté par une trachéotomie, non plus une sonde d'intubation, puisque ça fait longtemps qu'il est en réanimation, ça fait longtemps qu'il a des médicaments pour l'endormir, ce qu'on appelle des sédations, et on sait que son réveil va être long et compliqué. Sur la droite, vous avez un malade qui est mis sur le ventre de façon à essayer d'améliorer les capacités du poumon à fonctionner, puisque je vous l'ai dit, cette technique de suppléance, d'oxygénation extracorporelle, elle ne s'entend que dans l'idée que le poumon va récupérer, donc on fait tout en même temps qu'on oxygène le sang pour que ce poumon récupère, et la posture des malades est parfois très importante pour cela. Finalement, pour conclure, en réanimation, on prend en charge des patients qui souffrent d'une maladie virale aboutissant à une défaillance essentiellement respiratoire. Cette défaillance, elle est liée à la réaction inflammatoire trop importante qu'on essaye de contrôler grâce à une corticothérapie précoce chez les malades les plus sévères, chez qui on adapte aussi les schémas d'anticoagulation, et chez qui on recourt à une assistance ventilatoire de manière gradée en fonction de l'intensité de la défaillance. On a encore quelques questions en suspens dans la prise en charge de ces patients. En particulier, que faut-il faire chez les malades qui s'aggravent malgré les corticoïdes? Probablement recourir à des techniques un peu individualisées d'immunomodulation, soit dans le sens du contrôle de l'inflammation trop importante mal contrôlée par les corticoïdes, soit dans le sens de la restauration d'une réponse immunitaire insatisfaisante. Il faut bien comprendre que le parcours en réanimation n'est que le début d'une longue prise en charge qui devra se continuer ensuite en rééducation et en réhabilitation, et qui ne peut donc s'entendre que chez des malades chez qui on estime que cette prise en charge a du sens en termes de proportionnalité. Je vous remercie de votre attention.